Christian Delorme, que nous remercions d'être là. Donc nous sommes heureux de l'accueillir durant cette semaine un peu exceptionnelle avec la mort de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, le racisme. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est bien nécessaire de vous présenter, mais on va quand même le faire. Donc vous êtes curé des paroisses d'Oulin, Pierre-Bénite, donc un ami de longue date de la procure, Léo, donc prêtre du Prado. Et vous avez été le co-organisateur de la marche des Beurs en 1983. Et ce livre, avec le film, reprend donc l'histoire de cet événement assez incroyable. Donc, au cours de votre itinéraire, dès votre plus jeune âge, vous avez été marqué par des personnalités qui ont joué un rôle prépondérant dans vos orientations de vie, Martin Luther King, Gandhi, Lanza Del Vastos. Et je voulais juste savoir si Nelson Mandela vous a lui aussi, est-ce qu'il vous a lui aussi marqué et à quel niveau? Ça commence très fort. D'abord, bonsoir à chacun, à chacune, parce que je n'ai pas pu saluer les uns et les autres. Je vois plein de visages sympathiques, d'ailleurs vous êtes tous des visages sympathiques, voilà, qui rappellent des bouts d'histoire entre le Prado, sœurs et pères et frères, et les paroissiens anciens et actuels, et d'autres amis, Régine Mère, je vois là-bas. Voilà. Alors Nelson Mandela, c'est vraiment une immense figure. On a besoin, comme ça, je crois, dans notre marche humaine, on a besoin d'avoir des grandes figures tutélaires qui nous couvrent de leur ombre et qui nous font goûter le bonheur d'être humain, de se dire qu'un être humain peut avoir cette dimension-là. Alors est-ce que Nelson Mandela m'a marqué? Il ne m'a pas marqué dans ma jeunesse parce qu'on en parlait beaucoup moins. Il était en prison pendant 27 ans. Moi, je m'étais intéressé, parce que je m'étais intéressé évidemment à tous ces mouvements de libération, en particulier les mouvements non violents. Et en Afrique du Sud, il y avait d'autres personnages. Et il y a deux autres personnages, d'ailleurs, qui ont marqué Nelson Mandela. Il y avait Albert Luthuli, qui a été prix Nobel de la paix dans les années, je crois, 1960, et qui était un pasteur, qui était un disciple de Gandhi, qu'on a un peu oublié. Nelson Mandela, lui, en revanche, ne l'a jamais oublié, parce que Nelson Mandela, il a été membre de l'African National Congress, à l'époque où l'ANC avait choisi la non-violence. Et puis après, à un moment donné, il y a une rupture, après en particulier le massacre de Sharpeville. Voilà. Mais donc il y a Luthuli qu'on a oublié, mais Nelson Mandela ne l'avait pas oublié. Et moi, Luthuli m'avait intéressé. Je me souviens, il y a eu un dossier d'alternative non-violente dans les années 70 où j'avais fait un travail sur Luthuli. Et puis il y a un autre personnage qu'on a un peu oublié aussi, Steve Biko, qui a été le leader de la conscience noire, du mouvement de la conscience noire en Afrique du Sud, qui lui aussi se réclamait de la non-violence et qui est mort au moment du massacre de Sharpeville. Et d'ailleurs, j'avais été très ému, parce qu'il y a quelques mois, son fils est venu un de ses fils est venu à Lyon. Il y a un groupe de jeunes musulmans de la Révolution lyonnaise qui avait invité à la fois Steve Biko, un des fils de Steve Biko, la fille de Frantz Fanon, qui est né à Lyon d'ailleurs, et puis une des filles, la dernière fille de Malcolm X aussi. Ils avaient réuni trois personnages assez étonnants. Voilà. Mais Nelson Mandela, après, bien sûr, je me suis passionné pour le moment de sa libération, sur la manière dont il a réussi à réconcilier l'Afrique du Sud avec elle-même. Pourriez-vous nous dire comment la marche s'enracine dans toute votre vie personnelle? La marche, elle vient après d'autres actions qui sont produites, d'autres moments qui sont passés sur le quartier des Maguettes dans la période des étés chauds, 81, 82, 83, où il se trouve, moi à l'époque, comme vous le savez, j'étais pas curé des Maguettes, je suis le vrai faux curé des Maguettes, mais j'étais jeune prêtre à Saint-Fond, et ce qui était le même secteur pastoral, et je connaissais pas mal de jeunes des Maguettes qui fréquentaient la MJC de Saint-Fond. Et au moment où il y a eu les étés chauds, avec les jeunes que je connaissais, on a été amené à réfléchir un peu à comment nous situer dans des situations de violence, et réaliser que c'est pas en ajoutant de la violence à la violence qu'on trouvait des solutions, que les choses s'amélioraient. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'un certain nombre de ces jeunes ont été sensibles, en tout cas ces jeunes du quartier Montmousseau. Alors je pense que la personnalité de Toumi a dû jouer. Toumi Djadja, donc qui est un des personnages centraux de cette histoire, puisque
la décision de faire la marche avait vraiment été prise, même si l'idée traînait dans l'air, a vraiment été prise au lendemain de la balle qu'il a reçue de la part d'un policier, une balle qui aurait dû logiquement le tuer et qui ne l'a pas tué, heureusement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Toumi est un personnage très doux, très mystique, je crois, et qui n'a jamais eu une parole de haine, même de désir de vengeance à l'égard du policier qui l'a blessé, et qui aurait pu le tuer, et qui pourtant, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, quoi. Donc c'est assez étonnant de sa part, et donc il était déjà un peu dans un esprit de non-violence, Toumi, et donc le groupe de jeunes avec lequel on était, avec lequel moi je réfléchissais un peu, au bas des tours, là, ou dans leur famille, tout doucement s'est laissé convaincre que des actions non violentes pouvaient être positives. On a été aidé en cela par 2 films. C'est intéressant de voir comment des films ça peut aider, puisqu'il y a eu une série en 82 qui est passée à la télévision française, une série de 3 films sur Martin Luther King, qui était vraiment très bien fait. Alors là, c'était vraiment une reconstitution historique, un très bon film. Et puis il y a eu début 83, fin 82, début 83, il y a eu le film Gandhi de Richard Attenborough, que beaucoup, je pense, d'entre vous ont vu. Et quand ce groupe de jeunes a vu ces films, c'est là que l'idée on pourrait un jour faire une marche, cette idée est venue, quoi. S'il fallait un petit peu définir, de votre point de vue, un petit peu l'action non violente, comment vous la définiriez-vous dans l'équipe, par rapport à ce que vous aviez vécu, etc. Alors moi, si je résumais, pour moi, la non-violence, je dirais que la non-violence, c'est agir par refus de situation d'injustice. C'est une rébellion, la non-violence d'abord, mais avec toujours le souci de la réconciliation au bout. C'est-à-dire que la vie fait que l'on a des adversaires. La vie fait qu'on a des ennemis. Jésus a dit aimez vos ennemis, il n'a pas dit n'ayez pas d'ennemis. Hein. Je trouve même que quand on n'a pas d'ennemis, c'est pas forcément bon signe, hein, parce que ça veut dire qu'on se positionne pas beaucoup. Hein. Mais c'est certes j'ai des adversaires, certes j'ai des ennemis, je suis dans des rapports de force au cœur des situations d'injustice dans le monde, mais je veux croire que la réconciliation est possible, que la réconciliation est au bout, parce que le conflit, la lutte, ne peut pas être le but que l'on se fixe. Par rapport un petit peu à votre engagement et vos collègues prêtres et religieux, est-ce que vous avez senti qu'il y avait un soutien de leur part, et comment vous percevez aujourd'hui l'engagement de l'Église par rapport à toutes ces questions? Alors, je pense que la marche et d'autres actions de ce type qui ont été menées dans ces années-là n'auraient pas pu être menées s'il n'y avait pas eu un engagement important de chrétiens, de prêtres, d'évêques dans l'Église de France. Je crois que les années 70-80 sont des années où la pastorale des migrants en particulier est extrêmement active en France. Elle joue un rôle moteur. On peut même dire qu'il y a un certain nombre de chercheurs chrétiens, d'intellectuels chrétiens. Je pense au père André Cosse qui était jésuite, je pense à Antonio Perotti qui était scalabrinien, qui était responsable du CMI à Paris. Ces gens ont joué un rôle vraiment très important. Et mon engagement dans l'immigration, pour aller vite, hein, il s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. On a Louis Magnin là, qui est parmi nous, qui a été solidaire des Algériens pendant la lutte d'indépendance. Donc il y a toute une histoire de l'Église de France dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Pourquoi? Je pense qu'il y a 2 raisons à cela. C'est d'une part qu'il y a un appauvrissement de l'Église du fait de la déchristianisation. Il y a moins de fidèles, il y a moins de chrétiens engagés, il y a moins de prêtres, il y a moins de religieuses. Et que du coup, la tendance de l'Église, c'est plutôt d'aller à ce qui pourrait paraître l'essentiel, c'est-à-dire le recentrage sur les communautés chrétiennes, plus de soucis d'exprimer, d'enseigner la foi. Enfin, donc il y a moins d'enfouissement, il y a moins finalement c'est à la fois une tendance, je pense, chez les nouvelles générations de chrétiens et de prêtres, mais à la fois aussi lié à ce rétrécissement de l'Église en termes démographiques, en termes de nombre, quoi, hein. Donc il y a moins de gens qui sont effectivement noyés dans le monde. On peut moins se payer ce luxe. C'est-à-dire, je vois, par exemple, les services de l'épiscopat aujourd'hui, dans les années 80,
vous aviez des gens qui étaient entièrement détachés. Vous aviez un aumônier du CCFD, il était entièrement détaché pour le CCFD. Vous aviez des aumôniers d'Action catholique ouvrière, etc. Ils étaient entièrement détachés. Maintenant, c'est quasiment plus possible. Maintenant, les gens, ils ont 36 casquettes à la fois, quoi. Donc ça, c'est un gros appauvrissement. Et donc, les questions de l'immigration, les questions de l'islam sont touchées par ça, bien sûr. Alors, l'un des acteurs, Jamel Debbouze, disait, donc après sa tournée, les Français ne sont plus racistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Récemment, hein, sur France Info. Oui, enfin, moi, j'ai toujours dit que les Français, globalement, n'étaient pas foncièrement racistes. J'en suis persuadé. La société française, c'est la société la plus mélangée d'Europe. Si on compare avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique même, nulle part nous n'avons des sociétés autant mélangées que les nôtres. Le problème, c'est qu'avec plus de 30 ans maintenant de chômage massif, eh bien, il y a des zones urbaines qui se paupérisent de plus en plus et on en arrive à une transformation des ghettos de misère en des ghettos ethniques. Mais ça n'a pas été voulu. Ce n'est pas comme en Angleterre ou en Allemagne, on a toujours voulu séparer les gens. En France, on n'a jamais voulu séparer les gens. Mais on arrive progressivement, du fait de la crise du marché de l'emploi, à des situations un peu semblables. Je crois qu'il n'y a pas une société foncièrement raciste, mais on a une société qui, comme toutes les sociétés, est fragile. C'est-à-dire qu'en période de crise, les gens se vivent davantage concurrents les uns par rapport aux autres, ils ont davantage peur de l'autre, les phénomènes de jalousie fonctionnent. On s'aperçoit par exemple aujourd'hui qu'il y a autant de phénomènes de rejet d'un certain nombre de groupes de jeunes qui sont associés à la délinquance, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont sans occupation, parce qu'ils traînent dans les quartiers, etc. Donc il y a ces phénomènes de rejet. Est-ce que c'est des phénomènes de racisme ou c'est des phénomènes de peur de groupes de jeunes oisifs, hein? Ils seraient de n'importe quelle couleur, on aurait peut-être le même phénomène, hein. Et puis il y a un autre phénomène qui joue, c'est une certaine jalousie, rivalité, quand des gens issus des immigrations post-coloniales arrivent à des postes de responsabilité. Alors on ne comprend pas, on dit pourquoi est-ce que lui il a réussi et pourquoi est-ce que mon fils il est au chômage avec les mêmes diplômes. Voilà, on a ce genre de choses qui se passent. Vous parliez de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est une figure tout à fait passionnante, mais son discours a des effets multiples. C'est-à-dire que moi j'ai autant entendu des gens qui se réjouissent du discours de Jamel Debbouze que des gens qui sont scandalisés parce que c'est une des plus grosses fortunes de France aujourd'hui. Vous voyez, c'est très compliqué tout ça. Alors le but de la marche, c'était de manifester qu'il y avait en France un peuple nombreux qui voulait que la vie ensemble des communautés d'origine différentes soit possible dans la paix et la justice, pour le bonheur de tous. Donc ce message reste d'une actualité importante. Comment faire pour qu'aujourd'hui la vie ensemble soit possible? Ce qu'il faut absolument sauver, et ça c'est vrai au niveau de chacun et de chacune d'entre nous, et c'est vrai au niveau politique général, ce qu'il faut absolument sauver, c'est le lien social. C'est que tout ce qui permet que les gens se rencontrent, que les gens sont en lien, c'est essentiel. Parce que ce qui est terrible, c'est quand les gens se replient. Aujourd'hui, on a des replis communautaires, mais des replis communautaires qui sont aussi bien des replis de gens, on va dire européens, pour aller vite. Hein, par exemple, le vote Front National, c'est un vote communautaire. C'est une manière de dire « je ne veux pas vivre avec les autres ». Mais vous avez, en parallèle, vous avez le repli communautaire autour de l'islam. Hein. Je ne veux pas vivre avec les autres. Alors, pas tous les musulmans, mais un certain nombre, aujourd'hui, s'enferment, se crée une société parallèle. Hein. Puisque vous ne voulez pas de moi dans cette société, eh ben, tant pis pour vous, j'existe, mais mon pays, c'est ça, c'est l'islam. Voilà. Donc ça, c'est un des gros risques de notre société aujourd'hui. Et puis d'autres groupes peuvent fonctionner de la même manière aussi, dans les tentations du repli, de l'enfermement communautaire, des identités particulières. Donc là, il faut vraiment, c'est le rôle à mon avis des politiques, et c'est notre rôle à tous de tout faire pour maintenir des liens, des passerelles, pour que les gens ne s'enferment pas dans des identités particulières. Je pense que ça joue pour l'Église aussi. Hein, tout à l'heure, ce que je disais, une Église qui risque d'être de plus en plus centrée sur elle-même, c'est une Église qui risque de se couper des autres. On le voit bien sur un certain nombre de thèmes de société. Et puis on ressent aussi parfois dans le secteur d'église, en tout cas, cette volonté de vivre avec des gens qui sont d'une même sensibilité. Donc il y a peut-être aussi un enjeu aussi à réfléchir un petit peu sur la manière dont
dont on vit en tant que chrétien en Église. Oui, alors, si, je pense qu'il faut que l'Église n'oublie jamais, mais bon, j'ose espérer qu'elle ne l'oublie pas, que ce qui est premier, c'est le témoignage de vie. Pourquoi est-ce que le pape François aujourd'hui a tant de succès, et en particulier en dehors de l'Église? C'est parce qu'il donne un témoignage de tendresse évangélique, et c'est ça que les gens attendent. Moi, je crois que c'est ça que les gens attendent de l'Église. Alors, peu importe qu'on soit avec un col romain ou en blue jean, etc., mais quel est le témoignage que l'on donne? Et si c'est un témoignage de fraternité, d'amour, ben voilà, ça c'est l'Église.